bonsoir tout le monde, comment vous allez? Comment vous allez? Moi, ça va, un peu fatigué par le boulot au musée de la mine de Champagnac, mais sinon, ça va, ça va. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le programme? Alors, comme j'ai marqué, alors normalement, je vais quand même vérifier que nous sommes bien en live, que ça fonctionne avant de commencer pour de bon. Est-ce que nous sommes bien connectés? Est-ce que ça m'a l'air bon? Nous sommes là. Du coup, aujourd'hui, nous allons ensemble écouter le dernier Parole d'Histoire qui revient sur la polémique avec Le Figaro. Le Figaro a publié une vidéo de résumant un entretien qu'ils ont aussi publié par écrit sur la question de la guerre d'Espagne et du coup plutôt en fait des causes de la guerre d'Espagne. Vidéo qui vient affirmer que la responsabilité de la guerre d'Espagne peserait uniquement et seulement sur la gauche espagnole. Donc, c'est une thèse qui, aujourd'hui, n'est défendue par aucun historien sérieux. Euh, Tout historien sérieux évoque les violences commises par la gauche durant cette période. Ça, aucun doute. Par contre, aucun historien sérieux ne peut affirmer que la responsabilité ne pèse uniquement sur cette gauche. Et nier toute responsabilité de la droite anti-républicaine et des nationalistes qui ont mené ce coup d'État. Pourtant, c'est ce que fait le Figaro. Et donc, il y a des historiens spécialisés du sujet qui ont cet entretien. Et moi-même, je travaille pas mal actuellement sur cette question de la guerre d'Espagne pour la série de vidéos sur le sujet que je prépare et qui va sortir à partir d'un moment du 3 septembre, s'il n'y a pas d'imprévu. Le montage, enfin la première vidéo de cette série, le montage est en cours et on devrait être sur une vidéo d'à peu près 25 minutes puisque le montage et de couper les parties où je me répète, enfin où je bégaye, où je me trompe et compagnie, ce coupage-là est fait. Donc il laisse, on a une vidéo d'à peu près 25 minutes. Et donc après il reste à mettre les images d'illustration. Et j'ai l'ordi qui rame un peu à cause du live. Je vais voir pour couper quelques petites choses qui prennent de la place sur la mémoire. Je vais fermer ça. Voilà. Et fermer ça. Voilà. On devrait avoir un peu moins de mal à faire fonctionner l'ordi. Est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde. Parce que c'est aussi la question. C'est est-ce qu'on m'entend? Est-ce que c'est bon? Au niveau de la qualité, tout ça. Et du coup, oui, donc comme j'ai pas mal travaillé sur le sujet, on va en profiter pour apporter aussi mon éclairage là-dessus. Voilà, je fais quelques partages pour informer les gens que je suis en direct. Et puis, allez, publier. Ça, on ferme aussi. Et après, on va pouvoir commencer. Je vais aussi tester le son. Super, on m'entend bien. Super. Merci à Nelson. Merci. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à partager le live à tout le monde pour que autour de vous pour que les gens voient le live et nous allons pouvoir commencer. Donc lançons l'émission et vous allez me dire aussi si vous Pour l'entendez bien parler l'émission. aujourd'hui de la guerre d'Espagne et de ses résonances dans le débat public en Espagne et surtout en France en cet été 2022, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Salmon et Mercedes Justa Rodrigo. Pierre Salmon, bonjour, vous êtes enseignant-chercheur à l'ENS Ulm à partir de Alors, la rentrée, vous êtes historien de la guerre civile, bonjour. Bonjour. Et Mercedes Justa Rodrigo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris 8 au département d'espagnol, historienne de la résistance au franquisme. Alors, est-ce que tous vous les entendez deux, bien aussi vous la avez accepté vidéo? cette discussion. Pierre Salmon, vous me l'avez même suggéré, on a discuté avant parce que vous souhaitiez réagir à voilà, une polémique, à une vidéo virale même qui a plus d'1 million de vues en France et réagir au fait que la guerre d'Espagne a eu en cet été 2022 un écho assez imprévu dans l'espace public français. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui justifie notre discussion du jour de votre point de vue? Alors tout à fait. Alors moi j'ai reçu, c'est une amie qui m'a envoyé la vidéo. J'ai regardé cette vidéo au petit matin et là
j'avais bien vu le contenu que ça parlait de Pio Moa et surprise, Le Figaro diffuse un entretien, enfin le résumé d'un entretien avec Pio Moa durant 5 minutes. Plusieurs de ses idées phares sont reprises. Et quand on travaille sur la guerre civile espagnole, on connaît bien Pio Moa puisque c'est un polémiste d'extrême droite bien connu pour ses positions plus que polémiques, un révisionniste, voire même négationniste à certains égards. C'est-à-dire il a repris la propagande franquiste et l'historiographie officielle du régime à son compte en se présentant comme... Oui, c'est un point important sur Pio Mora, c'est que ses travaux n'ont rien de novateur, que ce soit la mise en avant de la violence commise par la gauche durant les années 30 en Espagne, tout historien depuis des décennies les évoque, personne ne vient les remettre en cause dans le milieu des historiens, donc il n'apporte à ce niveau-là rien de novateur, et sa thèse de faire peser la responsabilité uniquement sur la gauche et de présenter le coup d'État comme une réaction légitime de défense de la droite, c'est la thèse franquiste depuis le début, depuis juillet 1936. Donc c'est une thèse qui a 86 ans maintenant, donc qui n'a absolument rien de novateur, c'est la thèse franquiste. Et il la prend sans aucune critique. En tout cas, Figaro, en tout cas, peut-être que Pio Mora lui-même peut avoir un peu plus parfois de recul, mais dans ce que le Figaro reprend et on évoque, c'est une reprise sans la moindre recul critique de la thèse franquiste. C'est comme si aujourd'hui on parlait de la Seconde Guerre mondiale en prenant sans aucun recul le point de vue nazi. Ça serait quand même très problématique. Un historien novateur, censuré, et le voir arriver en France, diffusé par un journal comme Le Figaro, choqué. On en a parlé entre collègues, on a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit réagir? Comment? Est-ce qu'on doit laisser ces idées infuser tranquillement, surtout quand on a un journal tel que Le Figaro le reprend. Alors la vidéo, comme vous le dites, elle a été virale, hein, c'est 1 200 000 vues aux dernières nouvelles, ce qui est énorme. Alors moi comme d'autres on n'avait pas vu, mais dans un premier temps il y avait eu un entretien papier qui n'avait pas fait autant de bruit dans le hors-série du Figaro. Et là l'entretien c'est un entretien fleuve qui reprend encore d'autres poncifs de Pio Moa. Vraiment il a une très très large tribune et on a été tous et toutes très très choqués de voir ça sans réelle contradiction par un journal de si grande audience en France. Alors, il faut peut-être préciser que c'est pas Pio Moa qui s'exprime dans la vidéo, mais c'est une des rédactrices en chef du Figaro, qui s'appelle Isabelle Schnitz, et qui, face à la caméra, déroule en fait un récit des origines de la guerre d'Espagne, qui pose énormément de problèmes, sur lequel on va revenir peut-être dans un deuxième temps, mais toujours sur ce contexte général qui nous fait réagir. Mercedes Yusta Rodrigo, est-ce que ça vous a surpris que ce discours extrême et franquiste sur la guerre d'Espagne arrive de cette manière-là en France et cette audience? Et à vrai dire, oui. Et j'ai été assez désagréablement surprise. Et surtout que, bon, il faut dire que en ce moment, en Espagne, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir, effectivement, ces idées révisionnistes, voire négationnistes, ont trouvé un nouvel écho à cause de la situation politique actuelle en Espagne, de l'essor d'un parti d'extrême droite qui n'existait pas auparavant, le parti Vox, qui reprend beaucoup de ces idées pour construire sa légitimité idéologique et politique. Mais je ne m'attendais pas en fait à trouver Oui, est-ce que Vox est donc un parti d'extrême droite en Espagne qui, sur pas mal d'aspects, reprend les antennes franquistes. Alors, c'est pas un parti qui se revendique officiellement franquiste, ni de la phalange d'ailleurs, mais enfin, oui, franquiste, il y a aussi des partis phalangistes qui existent encore en Espagne. Vox, c'est un parti plutôt classe franquisme classique, donc plus modéré que les mouvements, entre guillemets, plus modéré que les mouvements phalangistes. Alors déjà, le Parti populaire avait recyclé d'anciens du régime franquiste, et que le Parti populaire a toujours été aussi en Espagne à vouloir éviter de trop remuer les cadavres dans le placard du franquisme. Bon, là, Vox, c'est la même chose, mais en plus radical, en plus assumé. Et donc, forcément, ils vont remettre au maximum en avant cette thématique. Et donc, c'est comme aujourd'hui Zemmour en France vient remettre en avant les arguments pour défendre le maréchal Pétain, mais Vox fait pareil avec Franco.
et dans les deux cas avec une rigueur historique proche du néant. En téléco en France, d'un polémiste tel que Pio Moa, qui est complètement discrédité en Espagne en fait. Enfin, c'est quelqu'un qui, en ce moment en Espagne, ne trouve plus aucun écho, même à la merci de ces rebondissements dans le discours néo-franquiste. Et parce que depuis le début des années 2000, même si effectivement il a écoulé des centaines de milliers d'exemplaires, mais il a été abondamment repris, démenti par les historiens professionnels espagnols et en ce moment il a aucune présence dans le débat public en Espagne. Donc c'est vraiment du ressucé, enfin de la récupération d'un discours qui même en Espagne est considéré comme trop radical en fait et trop éloigné et surtout des vérités historiques avec des méthodes extrêmement contestables et aucune éthique professionnelle. Enfin, donc c'est très surprenant en fait qu'un journal sérieux tel que le Figaro reprenne cette litanie j'ai envie de dire presque de bêtises, parce que quand on pourra discuter du contenu concret de l'entretien et surtout de la vidéo, parce que en fait la vidéo falsifie même le contenu de l'entretien, donc il faut le... Pio Moral lui-même est un falsificateur, mais en plus, le Figaro vient rajouter de la falsification sur la falsification. On est sur le niveau supérieur du foutage de gueule historique. Il fallait le faire, donc on peut très facilement montrer que tout cela en fait ne correspond absolument pas à une réalité historique quelconque. Alors, vous dites c'est surprenant pour un journal comme Le Figaro. En même temps, Le Figaro, c'est aussi le journal dans lequel a longtemps écrit Éric Zemmour. C'est un journal dont on sait qu'il est engagé dans voilà, une forme de conservatisme politique de plus en plus dur dans le débat politique français. Donc il y a à la fois de la surprise et pas de la surprise, parce que toutes les questions qui se posent autour de Pio Moa, de comment répondre à de telles énormités, je pense qu'elles se sont aussi posées pour les historiens en France vis-à-vis d'Éric Zemmour et de ses prises de position fracassantes et fausses dans le débat public sur l'histoire. Donc est-ce que là, on n'a pas quand même un phénomène de convergence plus générale à l'échelle de la France, de l'Espagne, peut-être de l'Europe ou de l'Occident, d'une montée en puissance d'un discours ultra conservateur sur l'histoire, qui pose des problèmes aux historiens, aux historiennes, parce que c'est pas évident finalement d'aller sur ce terrain de la polémique, de la manipulation. On se dit aussi, est-ce qu'on est armé pour répondre? Est-ce que ça vaut la peine de répondre à des énormités pareilles? Est-ce que ça... Et ça, c'est toujours un problème, c'est que répondre à des bêtises, ça prend du temps, et ça prend plus de temps de répondre à des bêtises que de dire des bêtises. Donc on est toujours en retard dans ce qu'on fait du débunkage par rapport aux personnes qu'il faut débunker. Donc c'est un gros problème. Voilà. Est-ce que, d'abord, vous voyez cette convergence, Pierre Salmon, et puis ensuite, est-ce que ça ne nous met pas aussi en difficulté du point de vue professionnel et du point de vue de nos pratiques de l'histoire? Oui, tout à fait. On les voit, ces convergences, elles sont évidentes. Pour revenir d'abord sur le cas du Figaro, c'est évident que c'est pas la première fois que le Figaro est tenir polémique par rapport à l'histoire et aux usages plutôt de l'histoire. Moi, je sais que Michel del Castillo avait publié une biographie de Franco. Il y avait déjà une recension dithyrambique, et dans cette biographie, on représentait Franco comme un génie militaire qui avait protégé l'Espagne de la dictature communiste, ce qui sont des thèses bien discutées en Espagne, sinon plus. Ensuite, oui, à l'échelle européenne, évidemment, ce qu'on voit en France, en Espagne, en Italie, pour les trois cas que j'ai regardé de plus près, il y a ça, l'extrême droite, en fait, va faire usage de différentes thématiques, mais qui sont l'histoire, qui vont être la littérature, mais aussi le champ scientifique. On l'a vu aussi avec le climat. Pour moi, c'est pas un hasard, pour sortir même du Figaro, que cette traduction de l'ouvrage de Pio Moa arrive chez L'Artilleur, un éditeur. Il y a de toute façon une utilisation politique des faits, alors l'histoire beaucoup, la science aussi, de gens qui remettent en cause les travaux officiels sur de nombreux aspects. Alors, à l'extrême droite, mais malheureusement, pas que. Malheureusement, même moi, enfin, je me cache pas d'être de gauche, mais malheureusement, à gauche aussi, certains se livrent de telles choses. Donc, il a aussi, moi, j'essaye aussi de le dénoncer quand je vois ça dans mon camp, mais c'est toujours plus difficile parce que on m'accuse du coup d'être un traître au camp, d'être de droite. Quand je critique ça à gauche.
mais alors que moi, juste, à un moment donné, la malhonnêteté intellectuelle me dérange, d'où qu'elle vienne. Même si, voilà, je ne me cache pas de mes propres orientations personnelles. Clairement d'extrême droite, avec des écrits covido-sceptiques, climatico-sceptiques. C'est pas du tout un hasard. Il y a une convergence. On peut se demander quel rôle. Est-ce que pour le Figaro c'est un rôle naïf ou bien volontaire? Alors je sais pas. Hein, je suis pas. J'espère qu'ils sont tombés dans un piège. Vraiment, même si on peut en douter à certains égards, vu ce qu'elle a vu. Je doute aussi qu'ils soient dans le piège, vu qu'ils ont tendance à aggraver même encore la ligne de Pio Mora et de falsifier ce qu'il dit pour le rendre encore. Que ça rentre encore plus dans une propagande. Donc je pense que c'est totalement intentionnel de leur part. Et salut Jana et Lilia, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Les positions qui ont été prises par le passé. Et sur la difficulté peut-être pour les historiens, les historiennes de métier, de se positionner par rapport à des outrances pareilles. Oui, sur la difficulté de se positionner. Alors là, il y a un vrai débat. On a échangé à plusieurs dessus. Est-ce qu'on doit se positionner? Oui ou non. En fait, ce débat, il a déjà été posé en Espagne. Il continue à se poser en Espagne et il se pose maintenant en France par rapport à Pio Mora. On est plusieurs à se dire qu'on ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible de laisser passer des thèses révisionnistes et négationnistes, de présenter même Pio Mora comme un historien, ce qu'il n'est pas. Et d'un autre côté, on se dit quelle énergie on va y mettre. On est plusieurs à avoir dépensé déjà beaucoup d'énergie pour prendre même, des fois, on va le dire très clairement, sur nos vacances ou sur notre temps de travail. Et puis après, jusqu'où on va aller? Parce qu'en fait, il dit tellement de choses, il reprend tellement d'éléments, Pio Mora, que redémonter tout son discours prendrait énormément de temps. J'ai réagi sur 2-3 espaces médiatiques, mais en fait, on prend 1 ou 2 points, ceux qu'on connaît le plus, mais on sait que ça voudrait dire, en fait, débunker, comme on dit maintenant, Pio Mora, ça prendrait énormément de temps, rien que l'entretien fleuve du Figaro et la vidéo, il y a déjà beaucoup de choses. Après, sur les stratégies adoptées, là, on est en train de vous parler aujourd'hui. On fait le choix aussi d'un format un petit peu plus long, qui laisse peut-être le temps de discuter, de pas forcément se présenter comme ce que voudrait faire Pio Mora et d'autres, c'est-à-dire nous présenter comme des historiens partisans d'une histoire officielle, qui sommes juste là pour le contredire et le censurer. Alors oui, le fait de répondre, personnellement, c'est aussi le choix que je fais, de répondre aux bêtises historiques, surtout quand ça a beaucoup d'audience. Quand c'est juste une mec qui fait 500 vues, dire de la merde sur l'histoire, je m'en fous. Mais quand c'est une personne qui dit de la merde en histoire et qui est vue par des centaines de milliers, des millions de personnes ou devant des chaînes de télé vues par beaucoup de personnes, là je considère qu'à un moment il faut répondre aussi quand ça a beaucoup d'audience. Parce que pour pas tenter de ne pas laisser se répandre des énormités historiques. Alors que le débat est autre, il est aussi une question de méthode, d'avoir le temps de parler de ces débats historiographiques, que derrière Pio Mora veut se présenter comme un historien, il ne l'est pas, et nous on peut... C'est au mieux un érudit qui s'intéresse à l'histoire mais qui n'a aucune formation dans le domaine. Donc ça aussi, c'est se faire présenter comme historien qui ne l'est pas. C'est du mensonge. Alors certes, certains vont dire oui, mais voilà, au moins c'est pas un universitaire dans sa tour d'ivoire. Tous les universitaires, ils ont tous des gauchistes, tous corrompus. Mais même si on pense ça, j'ai envie de dire, te prétends pas historien non plus, parce que du coup tu te prétends d'être un universitaire du même genre que les autres. Non. Soit tu assumes à fond le fait d'être hors du système universitaire et pas historien, soit tu te prétends historien et dans ce cas-là tu acceptes d'avoir la formation pour être historien. Montrer aussi avec notre recul, les connaissances historiographiques, quels sont ces débats en Espagne, aller un petit peu plus loin justement que cette polémique et aussi rentrer sur le terrain de la vulgarisation, qui est un terrain bien emprunté en Espagne maintenant depuis quelques années. Je crois que le cas Pio Mora a eu au moins ce mérite, on pourrait dire, d'avoir fait rentrer les historiens et les historiennes dans la cité, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y était déjà, évidemment. Et en France, c'est aussi un débat qu'on est en train d'avoir, mais c'était avant Pio Mora et même avant Éric Zemmour. Il y a un processus, quelle place on a, qu'est-ce qu'on vulgarise, comment... Petit à petit même, on commence à l'intégrer dans des évaluations de carrière scientifique. En tout cas, c'est le cas en Espagne. Et en France, on commence à en parler. Donc il y a aussi ça à peser.
Mercedes Justa Rodrigo, il me semble qu'il y a quelque chose en plus d'assez difficile, peut-être même d'un peu pervers dans la manière dont les historiens peuvent se positionner, parce que s'opposer à Pio Moa, c'est le risque de passer pour des historiens militants qui défendent une version de gauche de l'histoire, etc., etc. Il est aussi très important de dire que faire de l'histoire, c'est pas faire le contre-récit du franquisme, qui serait un récit enchanté de la République espagnole ou de la gauche espagnole, mais c'est faire tout simplement de l'histoire avec ses méthodes, avec sa lucidité. Mais je pense que c'est très important de préciser qu'en faisant cet entretien aujourd'hui, on ne fait pas l'apologie ni de la gauche espagnole, ni de la Seconde République, ni du gouvernement républicain, de Largo Caballero, etc., etc. Parce que c'est le risque quand on s'en fait. Caballero, du coup, c'était un des leaders socialistes à l'époque. Donc, alors j'ai un doute sur son orthographe. Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, voilà. C'est lui. C'était du coup un des leaders du Parti socialiste ouvrier espagnol qui a été à la tête du gouvernement de la République espagnole pendant un temps durant la guerre d'Espagne. Et du coup, était plutôt issu de l'aile gauche du Parti socialiste ouvrier espagnol. Et il était surnommé le Lénine espagnol du fait de ses prises de position révolutionnaires. Même s'il faisait pas mal de la surenchère révolutionnaire dans son discours, alors que dans les faits, lorsqu'il a exercé le pouvoir, il a plutôt été sur une ligne réformiste non révolutionnaire. Mais dans un contexte où il y avait des mouvements révolutionnaires très puissants en Espagne, avec une CNT très puissante, notamment, et un syndicat très puissant qui est de l'UGT, qui avait aussi parfois des positions révolutionnaires, il était nécessaire, pour ne pas se faire dépasser sur la gauche, de prendre des positions très à gauche, et donc ça a un peu poussé à une certaine surenchère dans les prises de parole qui dépassaient les actes. Tu vois, les actes des leaders. Parfois ces prises de position, ces prises de parole entraînaient des actions concrètes après à la base qui dépassaient ce que les leaders voulaient. Et donc là, parfois là-dessus, il y a en effet eu des problèmes de violence. Ferme dans un débat avec un idéologue. Oui, effectivement, et ça a été la réticence initiale en fait des historiens espagnols quand la polémique Moa a eu lieu au début des années 2000, parce que c'est déjà une vieille polémique. Et en fait, la riposte de Pio Moa quand des historiens professionnels sérieux tentaient de le contredire, c'était exactement cela. C'était de dire, voilà, la réaction des historiens officiels. Il y a une histoire officielle, élitiste, contre laquelle on ne peut pas réagir parce qu'il y a un corporatisme des historiens qui, en plus, c'est des historiens effectivement de gauche qui défendent une certaine vision de l'histoire et ce qui ne consensus historique par le fait qu'on utilise la même méthode, qu'on a les sources, quand un historien utilise des sources, il dit quelles sont ces sources, que notre historien va pouvoir vérifier ses sources avec aussi la méthode qu'on a appris pour utiliser ces sources et en tirer une connaissance historique et une analyse. Et ben forcément, alors parfois il peut y avoir des analyses différentes sur les sources, mais du fait qu'on a une méthode et qu'on sait quelles sources chacun utilise, mais on va finir donc, souvent, alors parfois il y a des sujets sur lesquels c'est plus compliqué que d'autres, mais on va arriver à un consensus historique. Mais comme on arrive à un consensus scientifique parce qu'on analyse des faits, quoi. Ne correspond absolument pas à ce qui est la réalité du travail de l'historien. C'est pour ça aussi qu'on a un peu de mal à qualifier Pio Moa de révisionniste, parce que la pratique de l'historien, c'est justement de réviser constamment notre récit du passé, parce qu'on est toujours en train de découvrir de nouvelles sources, de nouvelles pistes, voire des nouvelles interprétations qui changent notre vision du passé, et c'est ça qui fait le quotidien de notre travail. Alors que ce qui fait Pio Moa, c'est pas une révision de l'histoire, c'est une négation des faits qui ont été avérés et démontrés par la pratique professionnelle des historiens qui vont dans les archives, qui lisent les sources, qui les contextualisent, qui les remettent dans un contexte plus large, qui lisent les travaux qui ont été faits avant, etc. Chose que Pio Moa ne fait absolument pas. En fait, sa pratique à lui consiste à piocher dans des sources souvent déjà publiées par d'autres historiens, ce qui correspond à son récit à lui et à son idée préliminaire de ce qu'il veut raconter. Et en fait, ce qu'il veut, c'est tout simplement criminaliser
la gauche et défendre la théorie selon laquelle la faute du début de la guerre civile, ou les origines de la guerre civile, retombe complètement sur le camp républicain et sur ce qu'il appelle les gauches. Donc tout ce qui va appuyer cette thèse-là, il va le prendre, le décontextualiser et le mettre dans un récit qui fait sens. Parce que bon, il est pas bête, donc il réussit quand même à élaborer un récit qui a un certain sens, mais qui ne correspond en fait à la réalité historique, parce que ces sources sont décontextualisées, voire il s'appuie, enfin en fait ce qu'il fait, et ça n'a absolument rien de novateur, comme le dit Isabelle Schmitz dans son vidéo. En fait, la thèse qu'il défend, c'est la thèse qui a déjà été élaborée en 1936 pour justifier le coup d'État. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement vieux qui a déjà été élaboré par le camp rebelle qui s'est rébellé contre la légalité républicaine pour justifier un coup d'État. Et cette thèse, après, a été abondamment alimentée par des historiens du régime, Ricardo de la Cierva, Jesús Salas Larrazábal, etc., etc., et Luis Suarez. Enfin, voilà, il y a eu une production historiographique assez foisonnante pendant 35 ans, et c'est cela que Pio Moa reprend et actualise dans ses livres. Peut-être un dernier point avant de passer à certains points de la vidéo qu'on va commenter rapidement. Un point de présentation qui me paraît lui aussi très, très pervers dans la manière de présenter les choses, c'est que Pio Moa est toujours présenté comme un ancien homme de gauche, et donc ça lui donnerait une sorte de super lucidité parce qu'il se serait rendu compte des erreurs de son propre camp, parce qu'il a appartenu à un groupe marxiste-léniniste des années 70, et du coup ça lui donnerait voilà, une sorte de prestige, de capacité à examiner son propre camp, et il aurait vu la lumière finalement de la justesse du franquisme, parce que ses propres mythes il les aurait déconstruits. Alors c'est un récit qui est critiquable de bien des manières. Il y a des historiens espagnols d'ailleurs qui pensent qu'il n'était pas vraiment un militant d'extrême gauche, mais plutôt un policier franquiste infiltré dans des organisations d'extrême gauche. Bon, ça à la limite c'est un détail, mais ça me rappelle aussi ce qui s'est passé en France autour de la Shoah. En soi, que de dire c'est un ancien militant de gauche qui critique ce que faisait la gauche, ou dire c'était un policier franquiste infiltré dans la gauche. Là, dans un cas, c'est un mec qui a toujours été d'extrême droite, qui donc, enfin, toujours été visé, alors que si c'est un ancien extrême gauche, tu peux dire, bon, il a pu changer d'avis parce qu'il a vu quelque chose qui l'a fait changer d'avis. Là, ça serait juste un mec d'extrême droite qui a toujours été anti-gauche et qui ne fait que poursuivre ce qu'il a toujours fait, quoi. Avec par exemple un livre d'Alain Michel très élogieux sur le maréchal Pétain, et Alain Michel étant rabbin, évidemment il dit ah mais vous voyez il y a un rabbin qui défend Pétain, qui dit que Pétain a sauvé les juifs, donc c'est encore plus juste puisque ça vient du camp des victimes en quelque sorte. Donc là est-ce qu'il n'y a pas dans cette présentation systématique de Pio Moa comme ancien homme de gauche quelque chose qui ajoute encore à la manipulation historique finalement autour de ce qu'il écrit? Oui, enfin, je pense qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de choses à rajouter dessus, mais alors, est-ce que c'est toujours une question de point de vue situé? Est-ce que être de gauche, de droite, fait de vous un meilleur ou une meilleure historien ou historienne? Je suis pas certain, c'est une question ça a été dit tout à l'heure, de méthode, de prise en compte de l'historiographie, de recontextualisation. D'ailleurs, si tant est qu'on considérait que cela pouvait avoir une importance, si Pio Moa a milité à la fin de la dictature et dans les années suivantes, dans ce cas-là, on pourrait se demander s'il parle bien des années 30 ou des années 70, mais de toute façon, je pense que c'est un vain débat, puisque ça donne un crédit, évidemment, pour des personnes qui veulent y croire, ça légitime ces acteurs, mais cette théorie de l'insider pour une meilleure vue, puisqu'il a vu les choses, on le voit souvent hein, dans les attaques, surtout sur extrême gauche, extrême droite, des personnes qui seraient capables d'avoir un point de vue plus juste, parce qu'ils ont connu... c'est des choses d'ailleurs qu'on a beaucoup vues dans la critique du communisme en France aussi, donc je pense que c'est un phénomène général, mais c'est surtout présenté pour donner du crédit comme ça a été... Soit contre le PCF, soit contre l'URSS. Alors contre l'URSS, il y avait beaucoup à dire, ça c'est clair. Contre le PCF, il y avait aussi des choses à dire sur certaines périodes de son histoire, notamment sur son suivisme des positions de l'URSS, même s'il y a aussi pas mal de choses fausses qui ont été dites sur le sujet. Mais c'est un autre sujet, on va essayer de s'éparpiller. C'était le cas justement
par rapport à Vichy, mais sur d'autres questions également. Je ne sais pas si Mercedes Yusta veut rebondir. Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Je pense que c'est un grand classique, en fait. Et on a d'autres cas en Espagne, des militants d'extrême gauche qui sont passés ensuite à l'extrême droite. Il n'y a pas que Pío Moa, il y a aussi Jiménez Los Santos, qui est aussi un autre polémiste d'extrême droite, pardon, qui venait aussi du maoïsme. Donc, bon, je pense que c'est des personnalités qui vivent comme ça dans l'extrême et finalement, peu importe l'idéologie, c'est des polémistes nés, en fait, je crois. Et je pense que c'est plutôt anecdotique. Pour moi, ça montre voilà, des personnalités qui sont à l'aise dans les radicalités, quelles qu'elles soient. Alors je vous propose maintenant, dans un deuxième temps, d'écouter quelques brefs extraits de la vidéo où Isabelle Schnies, donc rédactrice en chef au Figaro Histoire, présente le contenu de cet entretien et donc réécrit l'histoire de la Seconde République espagnole et des origines de la guerre d'Espagne, pour voilà, quelques réactions rapides afin de dire évidemment ce qui peut ne pas aller dans ses propos. Un premier extrait qui donne le ton de toute la vidéo. La responsabilité entière de la guerre civile incombait à la gauche. Alors là, on voit qu'on ne s'embarrasse pas de multicausalité, de nuances. C'est la gauche qui est responsable de la guerre civile. Alors, évidemment, c'est oui, un point de vue assez tranché et faux à beaucoup d'égards. Alors, comme vous l'avez dit au début de l'entretien, comme l'a dit Mercedes Yusta au début de l'entretien, c'est vrai qu'il y avait eu même certains points de l'entretien papier du Figaro ont été exagérés dans cette reprise d'Isabelle Schmitz. Et là, c'est le cas parce que Pío Moa, malgré tous ses excès, est même un peu plus nuancé à cet égard. Pour autant, ce que dit Isabelle Schmitz, c'est reprendre un peu une des idées fortes de Pío Moa et d'autres, de dire que s'il y a une guerre civile, les responsables, ce sont la gauche. Pourquoi ? Parce que, d'après les... C'est le franquisme, c'est les nationalistes, parce que c'est vrai qu'à l'époque, Franco n'était qu'un parmi d'autres. Donc dire c'est la fin du franquisme, c'est réducteur parce que le franquisme n'existait pas vraiment au début de la guerre civile espagnole. Le franquisme s'est constitué, parce que Franco était juste un général parmi d'autres qui n'avait même pas vraiment de corpus idéologique défini et établi et connu. Mais c'est le nationalisme allant du fascisme au monarchisme et à différents courants à Exner qui ont déclenché la guerre civile. Après, ça ne dit pas qu'il n'y a pas en effet il n'y avait pas un contexte de violence issu en effet aussi de la gauche. Il y avait l'Espagne était dans une situation d'instabilité politique depuis des décennies et avait l'habitude de régler les différends politiques par la violence, aussi bien à gauche qu'à droite. Il y avait un engrenage de la violence et du coup, c'est sûr que ça, sans cette situation de grande instabilité et d'engrenage de la violence, le coup d'État nationaliste, parce qu'il n'est pas encore franquiste au début, aurait eu moins de succès, notamment dans l'appui d'une partie de la population, l'appui d'une partie de l'Église, une partie des grands propriétaires, et une partie de l'armée aussi. Donc indéniablement, on ne peut pas dire que la violence de gauche n'avait aucune responsabilité. Mais il y avait dans le même temps, dans toutes ces décennies, une violence de droite très importante, que ce soit dans la répression des mouvements de gauche ou dans l'assassinat politique, dans les complots contre la République dès le début de son instauration, donc avant même qu'elle fasse preuve de ses difficultés à surmonter cette instabilité chronique de l'Espagne, les partis d'extrême droite ne lui avaient laissé aucun temps pour tenter de montrer ses preuves ou montrer ses incapacités. Il y a eu des tentatives de complot dès le début avec la génération de Juro qui, dès 1932, donc un an après l'instauration de la République, a tenté un coup d'État. Par contre, Franco n'était pas le véritable leader à la base. À la base, ça devait être Sanjuro qui devait être le leader du coup d'État, mais il va mourir dans un accident d'avion. Et il y avait d'autres généraux qui étaient à la base aussi importants que Franco, voire plus. C'était par exemple Mola qui était même plutôt plus important que Franco à l'origine au sein du coup d'État. Mais Franco va jouer habilement des différentes tendances pour s'imposer et créer le franquisme. Les extrêmes droites, il y aurait une rupture de la légalité républicaine. Alors, Pío Moa, il dit 34 avec les Asturies, février 1936 avec les élections du Front populaire espagnol qui seraient frauduleuses. Au moment... Il y a eu des fraudes dans le cadre de ces élections, mais il y a eu des fraudes des deux côtés en fait. Parce que c'est la droite qui était au pouvoir en 1936.
Donc c'est elle qui était techniquement en charge de gérer l'organisation des élections. Donc techniquement, c'est elle qui a même plutôt la main pour frauder. Mais en effet, il y a eu des endroits où il y a pu avoir des pressions pour falsifier les votes, mais des deux côtés, dans un contexte où de toute façon, voilà, l'autre était vu comme un ennemi absolu à éliminer, parce que l'autre c'était le fasciste ou l'autre c'était le dangereux communiste ou le dangereux anarchiste qui voulait détruire ce qu'était l'Espagne traditionnelle. Donc tous les moyens, tous les coups étaient bons pour y faire face, soit l'assassinat politique et la fraude aux élections. Donc ces élections n'ont pas été une élection totalement transparente et tout. Mais globalement, on estime que la fraude ayant lieu des deux côtés, euh, il est dur d'affirmer que la gauche n'aurait pas gagné dans des cas d'élection légale. Et d'ailleurs, même pendant la guerre d'Espagne, Franco et d'autres nationalistes refusaient l'idée d'organiser des élections après leur victoire parce qu'ils disaient que la gauche allait l'emporter. Donc pour eux, même des élections qu'ils organisaient eux, donc en contrôlant qu'il n'y ait pas de fraude, ils pensaient qu'ils la perdraient. Donc ça montre bien que la gauche avait les moyens de gagner, fraude ou pas fraude, et que la fraude était des deux côtés. Du franchissement du Rubicon en juillet 1936, finalement, d'après ces penseurs néo-franquistes, il n'y aurait eu qu'un rétablissement de la légalité, de la légitimité du régime. D'ailleurs, c'est intéressant que ces acteurs se présentent comme les défenseurs d'une dictature républicaine au moment du coup d'État. Après, il y a eu des longs débats en historiographie et évidemment, il faut pas nier, il y a des violences d'extrême gauche révolutionnaires avant juillet 1936, elles existent. Alors là, l'auteur Isabelle Schmitz plutôt passe sous silence les violences et l'engrenage qui existent à droite, la tradition antidémocratique de la droite espagnole. Hein, il y a une droite modérée qui existe, mais il y a une vraie droite antidémocratique espagnole. Plusieurs tentatives de coups d'État qui existent, des complots plus ou moins aboutis, et ce faisant, il faut vraiment... Globalement, que ce soit au sein de la droite ou au sein de la gauche, ça a été les courants radicaux qui ont pris le dessus aussi. Et du coup, ça a marginalisé un centre qui aurait pu tenter de faire un compromis et favoriser l'affrontement. Poser l'entière responsabilité sur la gauche qui, tout le monde est d'accord dans le monde académique, n'a jamais prévu et préparé un coup d'État en juillet 1936, contrairement à la droite militaire, catholique et conservatrice espagnole. Alors à propos de cette droite justement, deuxième extrait, puisque là il y a un petit problème de caractérisation politique. Et qui culmine le 13 juillet 1936 par l'assassinat de José Calvo Sotelo, qui est le leader de la droite modérée, qui est enlevé par une fourgonnette de police tout à fait officielle et qui est abattu par le propre garde du corps du chef du PSOE. Alors l'assassinat de Calvo Sotelo a bien eu lieu. Du PSOE qui est donc Lago Caballero. Alors déjà, il faut savoir que cet assassinat, sans vouloir l'excuser, était en représailles à des assassinats de militants de gauche par des militants d'extrême droite. Donc, en parler en disant regardez, c'est la preuve que toute la responsabilité pèse sur la gauche, quand cet assassinat n'aurait pas eu lieu sans des assassinats de militants de gauche par des militants de droite, il ne veut absolument pas évoquer ça. C'est la preuve d'une volonté claire de vouloir falsifier l'histoire et de vouloir manipuler les gens qui entendent ça. Mais est-ce que c'est le leader de la droite? Que la personne en question, Sotelo, n'était pas du tout un mec de droite modérée. Il était monarchiste anti-républicain et venait de faire un discours où il se vantait, il vantait les mérites du fasciste et il disait, il n'avait pas honte de se dire fasciste. Modéré, Mercedes Justa Rodrigo? Absolument pas. En fait, Calvo Sotelo, c'était le leader d'un parti monarchiste assez anti-républicain d'ailleurs, qui était Renovación Española. Et à cet égard, c'était un personnage qui était très critique avec le régime républicain lui-même. Et c'était, disons, le leader le plus extrême à droite. Et en moins qui avait une présence dans le Parlement, parce qu'après il y avait évidemment la Falange Española qui était et d'autres groupuscules fascistes. La Falange qui avait une influence dans la rue, mais qui aux élections, qu'est-ce qu'elle n'avait pas pris part à la coalition de droite, et ils avaient fait 1% des voix à peu près. Donc politiquement, la Falange était dans l'opinion publique très marginalisée, mais elle avait une influence dans la rue par la violence, parce que c'est important en tant que groupe armé.
qui était plus grande que les gens qui votaient pour elle. Elle avait de la sympathie, enfin ouais, elle a suscité de la sympathie pour une partie des gens qui votaient pour les autres mouvements de droite, mais un peu comme d'autres mouvements plus radicaux peuvent avoir suscité de la sympathie chez les gens qui votent pour des mouvements plus modérés, mais avec une certaine radicalité. Mais en tout cas, voilà, la Finlande restait un mouvement marginal politiquement. Qui n'avait pas de présence parlementaire. Et au-delà de ça, je voulais un petit peu revenir sur ce début de la vidéo, parce que c'est vraiment extrêmement problématique de poser les choses de cette façon-là. Et en fait, c'est assez stupéfiant la façon de commencer cette vidéo et de présenter le travail de Pio Moa, qui aurait donc découvert que à l'extrême gauche, il y avait que l'extrême gauche défendait la violence révolutionnaire. Ce n'est absolument une des... L'historien le dit, et puis comme je vous l'ai dit, depuis 1936, c'était la thèse officielle du franquisme que c'était uniquement cette violence de gauche qui en était responsable de la situation. Donc il n'a rien découvert. Il ne fait que reprendre quelque chose qui est dit depuis 1936 par le camp franquiste. Et sans la moindre critique, il reprend la propagande franquiste et il se présente ça comme novateur. Découverte pour personne, j'espère. Évidemment que dans les années 20 et 30, l'extrême gauche défendait la violence révolutionnaire. Et ça ne veut en aucun cas dire, comme Pierre Salmon l'a très justement signalé, qu'il y avait la préparation d'un coup d'État et encore moins d'une guerre civile. Et cette responsabilité-là revient entièrement à la droite. Et en plus, c'est très problématique aussi parler de la gauche ou de les gauches, parce que c'était un camp extrêmement hétérogène, absolument pas dominé par des staliniens, comme le dit... Alors justement, sur ce point, il faut écouter un autre extrait, parce que là aussi, on est dans la simplification absolue. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils revendiquent, c'est un pays soviétique. Staline est leur modèle. Staline, d'ailleurs, les influence directement, va les financer directement. Voilà, Staline est leur modèle. Donc, la gauche espagnole, le modèle, c'est Staline. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de l'Espagne au XXe siècle, mais il me semblait quand même que la CNT, FAI, le PSOE, le POUM, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont tous sauf staliniens à l'époque. Oui, effectivement. Et c'est une des affirmations donc les plus stupéfiantes de la vidéo, surtout que à un moment donné, Isabelle Schmitz dit que Staline aurait donc appuyé la gauche espagnole dès 1931, alors qu'à ce moment-là, il y a à peine quelques milliers de militants communistes dans toute l'Espagne. En fait, l'essor du Parti communiste est postérieure à 1934. Et donc, on ne peut absolument pas parler d'aucune influence de Staline, sauf dans une poignée de militants communistes qui est à l'époque donc une formation très marginale jusqu'à justement la révolution des Asturies. Et c'est concrètement la répression de cette révolution qui va donner des ailes, qui va donner de l'essor au Parti communiste. Et les classes populaires, les ouvriers commencent à adhérer au Parti communiste à partir de ce moment-là et pas avant. Et donc c'est complètement un non-sens du point de vue historique de parler de cela, sans compter que effectivement la gauche espagnole est plutôt caractérisée par des organisations qui sont non staliniennes, voire anti-staliniennes, comme la CNT ou le POUM, qui est un parti communiste hétérodoxe non stalinien. Et donc, et d'ailleurs, ça va provoquer aussi des problèmes et pas des moindres dans le camp républicain lui-même à partir du coup d'État, parce que ça sera un camp très divisé. Et notamment, la ligne de division passera par stalinien, non stalinien. Alors je vous propose d'écouter un autre petit extrait, cette fois qui est plutôt sur la fin du processus et la justification du coup d'État. La mécanique du chaos était voulue par la gauche espagnole. Le coup d'État militaire et le camp national a été une réaction de légitime défense à ce chaos.
Voilà, la guerre et le chaos sont voulus par la gauche, la droite n'a fait que se défendre, c'est même une légitime défense. C'est tout à fait l'argument qui a été donné en 1936. Donc là, on est vraiment dans le discours néo-franquiste pur et dur. Et à ce propos... On va finir cette petite partie, puis après on arrêtera pour ce soir, et je vous laisserai aller voir, parce que je ne vais pas vous faire tout l'entretien en entier, parce qu'on vous laisser aller regarder l'entretien par vous-même si vous le souhaitez, hein, parce qu'allez voir sur la chaîne elle-même, parce qu'à un moment donné, c'est bien aussi que vous puissiez voir directement la chaîne en question, et pas leur piquer leur vue. Donc on va juste, on aura fait la moitié à peu près, et après, je vous laisserai regarder le reste. Mais déjà, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si la République, et là je parle du gouvernement républicain, a péché d'une chose au niveau de la violence politique, ça a été de l'abus des forces de l'ordre. En fait, quand on voit les chiffres des victimes de la violence politique pendant la République, plus de la moitié ont été faites par les forces de l'ordre et la République a usé et abusé de l'état d'exception pour contrôler justement l'ordre public qui était à l'époque un problème vraiment très important. Enfin, ça, personne ne le nie. Il y avait une violence politique importante, non seulement en Espagne d'ailleurs, c'était quelque chose d'assez général dans l'Europe des années 30. Et d'ailleurs, cela explique aussi ce qui s'est passé. Violence en Europe, en plus de ce contexte espagnol de décennies de violence, où il y a eu plusieurs guerres civiles, avec les guerres carlistes, et l'habitude de cette violence, qui du coup vient se rajouter de la violence en Europe de la période. Donc tout ça combiné. Par la suite. Et cette question de l'ordre public a été une question aussi qui a beaucoup divisé les républicains, c'est-à-dire pas la gauche dans son ensemble, cette espèce de gauche amorphe que définit Pio Mois, mais les partis républicains et les membres du gouvernement. Et d'ailleurs, cet usage de la force publique a provoqué la chute du premier gouvernement républicain, qui était un gouvernement de coalition entre des républicains et des socialistes. Et c'est justement la polémique autour d'un usage abusif de cette force de l'ordre qui a provoqué la chute de ce gouvernement présidé par Manuel Azaña. Voilà, donc je vous laisserai aller voir la suite par vous-même. Donc je vous ai mis le lien avec cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube en réaction, que j'ai fait il y a quelques jours en réaction à cet événement, enfin cette vidéo du Figaro. Je vous ai mis le lien dans les commentaires de ce direct, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et comme je le dis, début septembre, je commence ma série de vidéos sur l'histoire de la guerre d'Espagne. Donc ma première vidéo portera justement sur les raisons de la guerre d'Espagne. Longue vidéo de 25 minutes. Donc ça vous permettra d'en savoir plus sur le sujet. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques avant que je coupe le live pour ce soir? Et j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez quand même appris des choses et que les localités du son étaient correctes. Et que vous avez quand même pu entendre des choses. J'essaierai de voir aussi à la rediff si c'est bon et s'il faudra que je change des réglages pour la prochaine fois. Et je vais vous laisser juste le temps de répondre. Et après, sinon, au niveau des lives, je ne pense pas en faire cette semaine, je vais en faire la semaine prochaine, parce que j'ai tombé dans toute la suite de soutenance. Mais je reviens vers mi-septembre avec les lives hebdomadaires. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager cette vidéo live, la rediffusion de ce live. N'hésitez pas également à aller voir donc la vidéo dont je vous ai parlé, de ma vidéo sur notre chaîne YouTube sur ce sujet, à la partager également, ça nous aide beaucoup.